Nous allons maintenant nous pencher sur les caractères géochimiques et la géodynamique chimique de la croûte terrestre. Celle-ci est évidemment formée par deux parties que vous connaissez bien, qui sont donc la croûte océanique qui est générée au niveau des dorsales et la croûte continentale qui s'est formée à partir de processus sur lesquels nous penchons bien évidemment. Alors, cette croûte dans sa globalité ne représente pas en termes d'épaisseur, de volume ou de masse des pourcentages importants au niveau du globe, puisque elle ne fait en moyenne que 17 km d'épaisseur. Son volume est très peu important comparé aux autres parties de la Terre. Et enfin, sa masse est très peu importante, ne représentant donc que 4 à 5% de la masse globale de notre planète. En revanche, la croûte est directement accessible, que ce soit au niveau des océans ou au niveau des continents. Donc, nos connaissances sur sa géochimie sont bien plus précises. Nous devons évidemment, dans le schéma que nous avons admis général, nous devons tenir compte du fait que la croûte océanique comme continentale a été extraite à partir du manteau au cours des temps géologiques. Alors la croûte océanique est de composition basaltique, comme vous le savez, elle est exclusivement générée, on dit qu'elle est monogénique, on va y revenir, au niveau des dorsales océaniques, suite à des épisodes, différents des épisodes de fusion partielle de ce manteau. Les magmas qui sont générés vont évidemment définir les caractères géochimiques de cette croûte, mais ils vont nous renseigner aussi, en nous penchant notamment sur les éléments traces, sur les différents réservoirs du manteau qui sont responsables de cette genèse. Un autre magmatisme est associé, parfois directement associé au magmatisme au niveau des dorsales, qui est le magmatisme intraplaque océanique, il est aussi OIB, mais il est aussi au niveau des continents, qui appelle CFB. Il ne participe pas directement à la formation de la croûte océanique, mais en revanche, ces études nous permettent de préciser aussi la géochimie des réservoirs qui sont responsables de la genèse de ces magmas particuliers. La croûte continentale, elle, est plus épaisse que la croûte océanique. Elle fait en moyenne 30 km, alors que la croûte océanique fait en moyenne 7 km à peu près. La croûte continentale a une épaisseur qui varie de 30 à 70 km selon où on se trouve en zone cratonique ou sous les chaînes de montagne. Et elle se forme au niveau des arcs. Alors, ce soit les arcs volcaniques correspondant à une subduction océan-océan, soit à des arcs continentaux qui correspondent à une subduction océan-continent. C'est donc des lieux où on a l'interaction entre des composants montaniques et continentaux, nous en parlerons. Enfin, la côte continentale se différencie au cours des temps géologiques, on le sait, parce que les roches sédimentaires, magmatiques ou métamorphiques qui la forment, subissent plusieurs processus, notamment lors des orogénèses, qui peuvent modifier de façon importante leur composition chimique et qui parfois amènent à le développement d'anomalies géochimiques importantes à l'origine de ressources minérales que nous pouvons exploiter au niveau, que ce soit de la croûte océanique ou de la croûte continentale. Première partie, la croûte océanique, dont l'identité peut être définie de la façon suivante. C'est une croûte qui est peu épaisse, qui n'a que 6 km en moyenne comparé aux 35 km de la croûte continentale. Elle a une composition basaltique globale, donc riche en fer et magnésium et pauvre en silice, contrairement à la croûte continentale, là encore une fois, et elle est relativement jeune. Elle a un âge qui n'excède pas 200, sur cette carte, 280 millions d'années, et elle a une durée de vie donc qui est relativement courte, qui est de 200 millions d'années entre le moment où la croûte océanique est créée et le moment où elle est détruite dans les zones de subduction. Cet âge est très peu important par rapport aux 2 milliards d'années de l'âge moyen de la croûte continentale.
Elle est formée par un seul processus, elle est donc monogénique. Sa création se fait exclusivement au niveau des dorsales. Elle a une composition donc basaltique homogène sur toute son étendue. Elle a une composition basaltique. Et enfin, elle est recouverte par une mince couche de sédiments pélagiques. Alors, les sédiments pélagiques correspondent donc au dépôt de tests d'organismes qui vivent non loin de la surface des océans, qui, quand ils meurent, vont sédimenter, vont se déposer en minces couches sur cette croûte océanique. Nous n'en tiendrons pas compte pour donc les analyses géochimiques que nous ferons sur cette croûte océanique. La structure et la pétrographie de la croûte océanique sont bien connues, grâce notamment aux études sismiques et à la vitesse des ondes P notamment, et surtout grâce aux explorations des fonds océaniques via les programmes d'études scientifiques qui amènent à draguer les fonds océaniques ou à les forer. Et surtout, on a une accessibilité plus facile grâce aux ophiolithes multipliés, c'est-à-dire ces fameuses lithosphères océaniques qui ont été charriées sur les continents suite à la fermeture des océans dans lesquels ces ophiolithes se sont formés. Bien alors, l'ophiolite la plus connue, mondialement célèbre et très étudiée par les géologues en général, les pétrologistes en particulier, est l'ophiolite de Oman, de Semaïel, qui est donc dans le sultanat d'Oman, dont la structure type donc, correspond à une partie inférieure de composition ultramafique, donc formée principalement par l'olivine, l'antipyroxène, le pyroxène, les chromites, etc. Et une partie plus basaltique ou gabbroïque, dans laquelle donc le plagioclase est présent, alors qu'ici il n'est pas présent, qui correspond donc à des gabbros de toutes sortes, surmontés possiblement par des plagiogranites, puis par le fameux réseau fulonien et les pilolava, et enfin les sédiments pélagiques desquels j'ai parlé tout à l'heure. Dans le détail, cette ophiolite donc est divisée en un certain nombre de couches qui portent des numéros précis. La couche 1, c'est les fameux sédiments pélagiques, qui a une épaisseur peu importante, vous voyez, et qui a des vitesses de zone qui sont précisées ici dans ces colonnes. Vous avez ensuite les pilolava, qui continuent donc des couches de A et de B, les complexes fuloniens qui correspondent à la couche de C, les gabbros comprenant en haut ces fameux gabbros isotropes, parfois avec une foliation attribuée à une déformation plastique, nous en parlerons un petit peu plus tard, ou encore les gabrolités, donc qui montrent plutôt l'évidence d'un litage magmatique avec parfois une stratification ignée horizontale et parfois un peu plus pentée sur les bords de grands réservoirs magmatiques. Et nous avons enfin la partie péridotitique ou ultramafique de ces ophiolites qui correspond vers la partie supérieure à des péridotites plutôt lités et enfin à des péridotites qui sont très tectonisés, très déformés et de ce fait-là, ils portent le nom de tectonite. Enfin, il faut noter que pour cette partie de la lithosphère océanique, donc qui normalement est limitée à la base par la zone à faible vitesse, est séparée en partie donc mantélique de la partie crustale, séparée évidemment par la discontinuité de Moreau. Cette discontinuité est définie par les géophysiciens comme correspondant à la variation brutale de la vitesse des ondes P, passant de 7,3 km/s à 8,1 km/s, est appelé alors le mot sismique, et alors que les pétrologistes font donc la séparation entre la partie crustale et la partie mantélique par
le Moho qui serait situé donc à cette profondeur et qui fait la différence entre ce que l'on a appelé donc les tectonites, les parties restitiques du manteau, par rapport aux roches ultramafiques qui pourraient être issues de la cristallisation des liquides magmatiques issus de la fusion partielle de cette partie donc péridotitique. Donc il y a quelques kilomètres qui séparent le Moho sismique du Moho dit pétrologique, mais qui n'a pas beaucoup d'importance sur la géochimie de cette côte océanique.